Il y a environ 400 millions de pigeons sur Terre en ce moment même. Rien que dans la ville de Paris, on en compte plus de 100 000, perchés sur les corniches haussmanniennes, dans les interstices du métro, sur les toits de zinc. Rien qu'en France, ils se comptent par millions, dans chaque ville, chaque village, chaque gare. Ils marchent entre nos pieds sur les trottoirs comme s'ils y avaient toujours vécu. Et c'est exactement le cas, cet oiseau vit à nos côtés depuis plus longtemps que la plupart de nos villes elles-mêmes. Un pigeon adulte fournit environ 350 à 400 grammes de viande. C'est plus riche en fer que le poulet, plus dense en protéines et disponible littéralement gratuitement, sans élevage, sans ferme, sans abattoir industriel. Et pourtant, presque personne en France, en Belgique ou en Suisse francophone, n'a jamais goûté un morceau de pigeon de sa vie. Ce n'est pas toujours resté ainsi. Pendant plus de 4000 ans, cet oiseau a nourri des civilisations entières, façonné des lois, financé des empires et même changé le cours de la biologie moderne. Puis, en l'espace de quelques décennies à peine, tout ça a disparu de la mémoire collective. Si ce genre de contradiction t'intrigue, reste jusqu'au bout, parce que la réponse n'a strictement rien à voir avec ce que tu penses en ce moment. Voici ce qui rend cette histoire particulièrement absurde. On parle d'un animal qui se reproduit toute l'année, qui vit déjà sur nos balcons et nos toits, qui ne nécessite aucun investissement, aucune terre agricole, aucun transport frigorifique. Un animal qui représente, sur le papier, la source de protéines la plus accessible de la planète. Et dans le même temps, on parle d'un pays, la France, qui a fait de la gastronomie un patrimoine mondial, qui mange des escargots, des cuisses de grenouille, des riz de veau et des tripes sans le moindre dégoût affiché. Alors comment expliquer que cet oiseau, autrefois considéré comme un mets noble, soit devenu aujourd'hui presque invisible dans nos assiettes, remplacé dans l'imaginaire collectif par le simple mot nuisible? Le pigeon biset, l'ancêtre sauvage de tous les pigeons domestiques actuels, nichait à l'origine sur les falaises rocheuses du pourtour méditerranéen, en Afrique du Nord et au Proche-Orient. C'est un animal fidèle par nature. Il retourne toujours au même site de nidification, avec une précision presque mécanique. Cette fidélité instinctive allait devenir, des millénaires plus tard, la raison même de sa domestication. Quand les premières civilisations du croissant fertile ont commencé à construire des habitations en pierre et en briques crues, elles ont, sans le vouloir, recréé exactement l'habitat que ce pigeon recherchait dans la nature, des corniches plates, des surfaces verticales, des cavités abritées. Les oiseaux se sont installés d'eux-mêmes. Des fouilles archéologiques en Irak, en Turquie et en Iran ont mis au jour des ossements de pigeons mêlés à des restes de repas humains vieux de plus de 6 000 ans. C'est en Égypte que cette relation a atteint son apogée technique. Le long du delta du Nil, les Égyptiens ont construit des tours à pigeons en briques de terre séchées, parfois hautes de plusieurs étages, capables d'abriter plusieurs milliers de couples reproducteurs simultanément. L'intérieur de ces tours était tapissé de centaines de niches en terre cuite, chacune dimensionnée pour accueillir un couple. Mais la viande n'était que la moitié du bénéfice. Les fientes de pigeons, riches en azote, en phosphore et en potassium, constituaient l'un des engrais organiques les plus puissants du monde antique. Le système était d'une élégance redoutable, les pigeons se nourrissaient du grain des champs, leur déjection fertilisait ces mêmes champs et leurs petits nourrissaient les paysans qui les entretenaient. Une boucle fermée, autosuffisante, plus de 4000 ans avant l'invention du mot agriculture durable. Aujourd'hui encore, sur les toits du Caire, des familles élèvent des pigeons selon des techniques que reconnaîtrait immédiatement un fermier de l'époque de Ramsès II. Les Romains ont hérité de ce savoir-faire et l'ont industrialisé avec leur obsession habituelle du contrôle et du rendement. Les columbariums, un mot qui vient de columba, pigeon en latin, étaient des installations d'élevage où des milliers d'oiseaux vivaient dans des alvéoles individuelles, creusées à même les murs. L'agronome romain Columelle, dans son traité rédigé au 1er siècle après Jésus-Christ, décrit des protocoles précis de sélection, d'alimentation et d'engraissement destinés à produire les pigeonneaux les plus tendres pour les tables des sénateurs. Les médecins romains prescrivaient même du bouillon de pigeon aux malades et les temples utilisaient l'oiseau comme animal sacrificiel. Fait notable, grâce à son instinct de retour au nid, le pigeon servait déjà de messager militaire,
un animal à double usage, capable de nourrir un empire et de transporter ses secrets. C'est ici que l'histoire française prend une tournure particulièrement révélatrice. Dans la France médiévale, le droit de construire et d'entretenir un colombier, le terme français pour désigner la tour à pigeons, était un privilège strictement réservé aux seigneurs, au clergé et à la noblesse terrienne. Un grand colombier pouvait abriter plusieurs centaines, parfois plus d'un millier de couples nicheurs. Or, ces oiseaux se nourrissaient librement dans les champs environnants, précisément les champs cultivés par les paysans du domaine. Les tenanciers ne pouvaient ni toucher aux pigeons, ni détruire les colombiers, ni même chasser les oiseaux hors de leur propre culture. Ils ne pouvaient pas non plus récupérer les fientes pour fertiliser leur propre terre. Concrètement, les pigeons du seigneur constituaient un impôt vivant, payé en grains, par les paysans les plus pauvres sans qu'ils en tirent le moindre bénéfice. Ce système a nourri, pendant des siècles, un ressentiment profond dans les campagnes françaises. Ce ressentiment a fini par éclater. En 1789, quand les paysans français ont pris d'assaut les domaines de la noblesse dans les premiers mois de la Révolution, ils ne se sont pas contentés de brûler des registres seigneuriaux ou d'abattre des grilles. Ils ont détruit les colombiers, délibérément, spécifiquement. La destruction des colombiers seigneuriaux figure parmi les tout premiers actes symboliques de la Révolution, et le droit exclusif de posséder un colombier apparaît explicitement dans les cahiers de doléances rédigés à travers tout le royaume, aux côtés des revendications de réforme fiscale et de représentation politique. Mais voici le détail que presque tout le monde oublie, les paysans qui ont détruit ces colombiers n'ont pas cessé de manger du pigeon pour autant. Ils voulaient simplement le droit d'en élever eux-mêmes, sans intermédiaire seigneurial. Le pigeon est resté une protéine courante dans les campagnes françaises pendant encore un siècle après la Révolution. Et en cuisine française, il n'a jamais vraiment quitté les sommets de la gastronomie. Le pigeonneau figure encore aujourd'hui sur les cartes de restaurants étoilés, de Paris à Lyon, en passant par Bordeaux, généralement abattu à environ 1 mois, avant son premier envol quand sa chair est la plus tendre. Une portion peut se vendre entre 40 et 60 € dans un établissement gastronomique parisien, pour un oiseau que, dans un tout autre contexte, la plupart des gens traverseraient la rue pour éviter. Si tu apprends des trucs que personne ne t'a jamais enseigné à l'école, abonne-toi maintenant, parce que la suite est encore plus surprenante, et ça concerne directement Charles Darwin. Avant de devenir un paria urbain, le pigeon a connu un dernier chapitre de gloire scientifique. Charles Darwin, bien avant de publier son ouvrage sur l'origine des espèces, s'est mis à élever des pigeons de manière quasi obsessionnelle. Il a construit un pigeonnier dans sa propriété du Kent, rejoint des clubs d'éleveurs, correspondu avec des passionnés à travers toute l'Angleterre, disséqué des oiseaux, mesuré leur crâne, catalogué leur plumage avec une minutie extrême. Pourquoi cette obsession ? Parce que le pigeon offrait la démonstration la plus spectaculaire de sélection artificielle disponible dans le monde animal. Un pigeon paon peut déployer 30 à 40 plumes caudales en éventail, contre 12 pour un pigeon bisé ordinaire. Un pigeon culbutant exécute des loopings en plein vol, et pourtant toutes ces variétés extraordinairement différentes descendent d'un seul et même ancêtre sauvage, transformé en quelques siècles seulement par la sélection humaine. Si des éleveurs pouvaient produire une telle diversité en quelques générations, Darwin en a déduit que la sélection naturelle, opérant sur des millions d'années, pouvait produire l'entière diversité du vivant. Sans le pigeon, sa théorie aurait été bien plus difficile à démontrer. Le XIXe siècle a offert au pigeon un tout autre rôle, celui de messager militaire. Pendant le siège de Paris par les troupes prussiennes en 1870, alors que toutes les lignes télégraphiques étaient coupées, le gouvernement français a utilisé des pigeons voyageurs pour faire entrer et sortir des dépêches microfilmées de la capitale assiégée. Plus de 150 000 messages officiels et environ 1 million de lettres privées ont ainsi traversé les lignes ennemies sous le feu des fusils prussiens. Le schéma s'est répété lors des 2 guerres mondiales. Des pigeons ont sauvé des bataillons entiers en acheminant des messages sous le feu, parfois blessés, aveugles d'un œil ou amputés d'une patte, et ont reçu des décorations militaires officielles. Or,
Ce statut de héros a eu un effet culturel inattendu. Une fois qu'un animal est célébré pour sa bravoure et son sacrifice, il devient presque impensable de le servir dans une assiette. On ne mange pas un héros décoré. Le même instinct de fidélité qui avait fait du pigeon une ressource alimentaire précieuse, son retour systématique au nid, venait d'être réinterprété comme un symbole de loyauté, rendant l'idée même de le manger vaguement inconvenante. La première excuse qu'on entend systématiquement, c'est la maladie. Et il est vrai que les fientes de pigeons accumulées dans des espaces fermés peuvent héberger des champignons responsables d'infections respiratoires sérieuses ou des bactéries à l'origine de l'ornithose, parfois appelée maladie du perroquet. Ce sont des risques réels, documentés, et personne ne les conteste. Mais voici le détail qui change complètement l'équation. Ces maladies se transmettent par inhalation de poussière fécale séchée, pas par ingestion de viande cuite. Un ouvrier qui nettoie un grenier infesté de fientes, sans protection respiratoire, s'expose à un risque réel. Une personne qui mange un pigeon abattu, préparé et cuit à cœur, à une température équivalente à celle recommandée pour le poulet, ne présente statistiquement quasiment aucun risque. Les deux voies de transmission, respiratoire et alimentaire, n'ont tout simplement rien à voir. Comparons maintenant avec ce qui se trouve déjà dans le réfrigérateur de la plupart des foyers français. Des études sanitaires européennes ont détecté la présence de salmonelle dans une proportion significative des poulets crus vendus en grande surface. Et des taux de contamination à Campylobacter encore plus élevés dans certains échantillons. Le poulet d'élevage industriel vit entassé, développe des lésions liées à la surpopulation et reçoit des traitements antibiotiques préventifs pour compenser des conditions d'élevage que même un pigeon urbain jugerait insalubres. Et pourtant, personne n'hésite à l'acheter, à le ramener chez soi et à le servir à ses enfants. Alors, si ce n'est ni une question sanitaire, ni une question nutritionnelle, puisque la viande de pigeon est objectivement plus riche en fer et en protéines que celle du poulet, qu'est-ce qui explique réellement sa disparition de nos assiettes? La réponse tient en un mot, l'industrialisation. Dans les années 1930, le poulet était un produit de luxe en Occident. Un poulet rôti pour le dimanche représentait une occasion spéciale, pas une habitude hebdomadaire. Puis, à partir des années 1940, des modèles d'intégration verticale ont vu le jour, une seule entreprise contrôlant chaque étape, de la sélection génétique des reproducteurs jusqu'à l'abattage et la distribution. Le poulet de chair moderne a été sélectionné avec une rigueur presque brutale. Il atteint aujourd'hui son poids d'abattage en 6 à 8 semaines, contre environ 16 semaines dans les années 1920. Le prix du poulet, ajusté à l'inflation, s'est effondré de plus de la moitié en quelques décennies. Le pigeon, lui, n'avait strictement aucune chance de suivre ce rythme. Une pigeonne ne pond que 2 œufs par couvée, et une paire reproductrice bien gérée produit au maximum 12 à 16 pigeonneaux par an. Une poule pondeuse moderne, à travers des cycles d'incubation contrôlés, peut contribuer à la production de plus d'une centaine de poulets de chair par an. Le ratio est écrasant. Pour chaque pigeonneau produit, une exploitation avicole industrielle en produit 10. Ce n'est pas la qualité de la viande qui a été jugée insuffisante, c'est simplement l'incapacité biologique du pigeon à suivre la cadence d'une industrie conçue pour produire toujours plus vite, à toujours moindre coût. Le schéma est remarquablement cohérent. Partout où la chaîne de transmission culinaire n'a jamais été rompue, le pigeon reste un aliment ordinaire et respecté. En Égypte, le pigeon farci au riz épicé ou au blé vert rôti n'a jamais quitté les tables familiales ni les grandes occasions. Au Maroc, la pastilla au pigeon, cette pâtisserie salée sucrée à base de pâte fine, d'amandes, de cannelle et de safran, figure parmi les joyaux de la gastronomie du pays, servie lors des mariages et aux invités d'honneur. Dans le sud de la Chine, en particulier dans la province du Guangdong, le pigeon rôti mariné aux 5 épices est un plat de restaurant courant, aussi banal qu'un canard laqué, avec une peau croustillante qui rivalise avec les meilleures préparations cantonaises. Et en France, malgré tout ce qui s'est produit ailleurs dans le monde anglophone, le pigeonneau n'a jamais quitté la haute gastronomie. Des chefs étoilés continuent de le sourcer auprès d'élevages spécialisés du sud-ouest, les mêmes régions réputées pour le poulet de Bresse,
et le traite avec la même exigence de pureté génétique et de certification géographique qu'un grand fromage ou qu'un champagne millésimé. La France n'a donc jamais vraiment perdu le pigeon. Elle l'a simplement réservé à une élite, en laissant le grand public l'oublier complètement. Ce basculement culturel n'a rien de scientifique. C'est un phénomène purement social que des chercheurs en sociologie urbaine ont formalisé sous le concept de matière déplacée, une idée empruntée à l'anthropologue Mary Douglas, pour qui la saleté n'est jamais une propriété objective d'un objet, mais le résultat de sa présence à un endroit où les normes sociales estiment qu'il ne devrait pas se trouver. Une chaussure n'est pas sale sur un porte-chaussures, elle le devient posée sur une table de cuisine. La matière n'a pas changé, c'est le contexte qui a changé. Le pigeon suit exactement cette logique. Sur une carte de restaurant étoilé, servi en filet avec une sauce au jus, c'est un mets raffiné. Le même oiseau, quelques instants plus tard, picorant une miette de pain sur le quai d'une station de métro, devient un nuisible qu'on cherche à éloigner avec des pics anti-pigeons. L'animal n'a strictement pas changé entre les deux scènes. C'est notre perception de sa place légitime qui a basculé. Ce schéma n'est pas propre aux pigeons. Au XIXe siècle, l'huître était si abondante dans les eaux autour de Paris et le long des côtes françaises qu'elle était vendue à la rue, à prix dérisoire, considérée comme une nourriture populaire, presque méprisée par les classes aisées. Puis la surexploitation, la pollution des bassins ostréicoles et les épidémies successives ont fait chuter drastiquement les stocks. La rareté, à elle seule, a suffi à transformer l'huître en produit de luxe servi lors des fêtes de fin d'année sans que l'animal lui-même n'ait changé d'un gramme. Le même mécanisme s'est produit en Nouvelle-Angleterre avec le homard, autrefois si commun qu'il était considéré comme une nourriture de dernier recours réservée aux domestiques et aux prisonniers, avant de devenir l'un des produits de la mer les plus onéreux du marché. Le pigeon, lui, attend peut-être encore son propre retournement de situation. Si tu veux comprendre les autres histoires cachées derrière ce qu'on mange, et surtout ce qu'on refuse de manger sans vraiment savoir pourquoi, abonne-toi, parce que la prochaine vidéo va encore plus loin dans cette logique. Et il y a un dernier détail que presque personne ne mentionne, le coût de la lutte contre les pigeons. Les grandes villes européennes dépensent chaque année des sommes considérables en pics anti-pigeons, filets de protection, répulsifs chimiques et services de dératisation. Tout cela pour éloigner un animal spécifiquement façonné pendant des millénaires pour vivre aux côtés des humains et transformer nos déchets alimentaires en protéines denses. Pendant ce temps, l'élevage industriel de Poulémont continue de générer une empreinte carbone bien plus lourde, entre la production d'aliments, le transport, le chauffage des bâtiments d'élevage et la chaîne du froid. Alors, la vraie question n'est peut-être pas pourquoi avons-nous arrêté de manger du pigeon. La vraie question, c'est combien d'autres ressources parfaitement bonnes, parfaitement testées par des millénaires d'usage humain, avons-nous abandonnées, non pas parce qu'elles étaient mauvaises, mais simplement parce qu'une histoire culturelle a changé, et que personne n'a pris la peine de vérifier si les faits, eux, avaient vraiment suivi. Le pigeon biset n'a pas changé. Ni sa biologie, ni la richesse de sa chair, ni sa place dans le vivant. C'est le même oiseau que les fermiers égyptiens logeaient dans des tours de 15 mètres de haut le long du Nil. Le même oiseau que les sénateurs romains faisaient engraisser dans des murs sculptés. Le même oiseau que les paysans français ont réclamé comme leur droit. Un jour d'été 1789. Le même oiseau qui a porté des messages sous le feu des fusils et reçu des médailles de guerre. Et quelque part, en ce moment même, sur le rebord d'une fenêtre à Paris, Lyon ou Marseille, un descendant direct de cet animal regarde passer, en contrebas, des gens qui rentrent chez eux avec un poulet industriel emballé sous plastique. Il ne sait pas que ses ancêtres nourrissaient des pharaons. Il sait juste que, aujourd'hui, plus personne ne le regarde vraiment. Si cette vidéo t'a fait voir les choses différemment, abonne-toi et dis-moi en commentaire, est-ce que toi, tu goûterais du pigeon si on te le servait sans te dire ce que c'est ?